Vendredi 25 octobre, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de cette édition. La saison chaude va s'installer sur le Fénois et comme chaque année, Météo France a établi ses prévisions pour les mois à venir. Qu'en est-il du risque cyclonique? On fait le point dans quelques instants. Comment définirez-vous la haute cuisine? C'est le goût des plats simples, de la valorisation des produits du terroir, des idées qui tiennent à cœur au chef étoilé Thierry Marx, qui est notre invité. Tahoe Tato, c'est le nom du nouveau parti créé par Gaston Floss. Cet après-midi s'est tenue la première réunion officielle du parti. Pendant ce temps, Bruno Sandras entend donner un nouvel élan au Amitera, au Ténoun à Maui. À l'approche de la saison chaude, comme chaque année, la question se pose, aura-t-on un risque cyclonique? Ce matin, Météo France a fait un point de situation sur les prévisions pour les mois à venir. Avec des températures de l'océan qui sont revenues à la normale, le risque cyclonique sera modéré en début de saison avant de s'affaiblir. Voyez plutôt ce reportage de Thomas Chabrol. Météo France a analysé et compilé de nombreux paramètres. Les perspectives pour la saison chaude sont plutôt rassurantes en matière d'activité cyclonique. Le risque est modéré sur les Tuamotu Sud, les Gambiers et les Australes et faible sur la société et les Tuamotu Nord. Ce risque s'atténuera en deuxième partie de saison. Pour autant, les prévisionnistes continuent de scruter le ciel et les futures dépressions car la distribution des pluies a totalement changé depuis quelques années en période de saison chaude. À de longues périodes de sécheresse se mêlent des pluies intenses sur des courtes durées qui provoquent régulièrement des dégâts. Il y a une modification de l'atmosphère, de la dynamique atmosphérique. On voit qu'il y a des choses qui changent, notamment sur la redistribution des vents, tout ce qui, à l'époque, était des conditions nécessaires pour la formation des nuages, etc. Aujourd'hui, toutes ces conditions atmosphériques commencent à évoluer, commencent à changer, mais on voit qu'effectivement, le changement climatique a peut-être son rôle à jouer sur la distribution des pluies. Par contre, sur le cumul de pluie, ça n'a pas changé. Les prévisionnistes se heurtent donc à de nouveaux aléas. Déjà, lors de la saison chaude précédente, pourtant marquée par un fort El Niño, seuls 4 phénomènes dépressionnaires ont été constatés dans la région du Pacifique Sud. C'est moins que la moyenne habituelle. Au Fénois, le bilan des pluies a aussi été déficitaire, mais plusieurs événements marquants ont eu lieu, des orages et des pluies très fortes, notamment sur la société au mois de février. Cette variabilité des précipitations appelle donc à la vigilance lorsque ces phénomènes se produisent. On se prépare pour les cyclones qui sont les événements les plus importants, les plus impactants pour le territoire. Mais chaque année, à l'arrivée de la saison chaude, on vit de fortes pluies, on vit de forts coups de vent, des fortes houles aussi qui impactent le territoire. Et en réalité, quand on se prépare au cyclone, on se prépare finalement à affronter tous les autres risques. La sécurité civile rappelle qu'en cas de fortes pluies ou d'alerte cyclonique, il est important de suivre les consignes de sécurité. Cette année, cette brochure d'information intitulée « Plan de mise en sûreté » est disponible sur les sites et réseaux des institutions du pays et de l'État. Ce matin, à la présidence s'est tenue la première édition de la Journée des métiers du tourisme et de l'art culinaire baptisée Tekai. L'idée, promouvoir le patrimoine culinaire des 5 archipels, attirer de nouveaux talents dans le secteur de la restauration. Une journée au cours de laquelle le chef Thierry Marx a partagé son expérience avec les apprenants et les chefs locaux. Près de 800 élèves ont fréquenté l'événement en matinée. Durant la semaine, le chef étoilé Thierry Marx a multiplié les découvertes des produits du terroir local. Dans les champs de taro, les exploitations de vanille, cet homme passionné s'intéresse aux possibilités de création encore non explorées pour sublimer ses produits dans la gastronomie. Un plaisir gustatif et innovation culinaire au menu. Un reportage de Thomas Chabrol et Mérite Atouf. C'est un produit qu'il connaît par les livres de recettes, mais qu'il n'a encore jamais goûté. Dans cette taraudière de 2 hectares, le chef Thierry Marx découvre les différentes variétés de taro cultivées par ce jeune agriculteur. La texture du tubercule et la satiété qu'il procure après quelques bouchées sont une surprise. Pour le chef, le taro a certainement d'autres richesses pour la gastronomie polynésienne qu'une simple préparation et cuisson à l'eau. Là, on a parlé du produit, mais il y a tous les coproduits autour. La peau, qu'est-ce que c'est, quelle fibre, le jus de cuisson, qu'est-ce que je vais en faire, est-ce qu'il y a une émulsion possible ou pas. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont importantes de connaître de la part du producteur. On connaît les qualités nutritives qu'ils ont
Mais je trouve que le Tahitien aujourd'hui ne va pas vers une alimentation qu'il faudrait. Et là, c'est un rappel à l'ordre de nous dire consommer quelque chose de plus local, de mieux pour notre santé. Dans cette découverte du patrimoine culinaire, le chef est accompagné d'un professeur de l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay, un laboratoire rattaché à l'Université de Paris-Saclay. En plus des possibilités gustatives, il cherche à décortiquer le produit sous un angle plus scientifique et ses dérivés suscitent la curiosité. On va faire quoi de la tige, on va faire quoi de la feuille. Et ce côté un peu gluant, visqueux du jus de cuisson, peut-être qu'on peut l'émulsionner, on peut faire une mayonnaise sans œufs. Peut-être qu'on peut faire un emballage de demain avec. Moi, ça me donne des milliers de... J'ai envie de tout repartir, de repartir avec. Dans cette exploitation, le chef étoilé s'initie à la pollinisation d'une fleur de vanille. La vanille de Tahiti, c'est une signature unique dans la gastronomie. Cette visite permet de mieux comprendre le cycle naturel du produit et son cheminement jusqu'à sa commercialisation à prix d'or. Il y a une compréhension de ce qui se passe pour la vanille, sa fragilité, ce produit exceptionnel, cette économie de la qualité qui est mise autour de la vanille et puis le tout petit lien avec l'homme finalement de cette pollinisation. La période de pollinisation va se faire uniquement le matin, entre 6h à maximum 14h ici sur Taravan. C'est la fin de saison, donc des fleurs, il nous en restait pour aujourd'hui une dizaine. Tout au long de ses visites dans les exploitations, le chef Thierry Marx a rappelé l'importance de réunir le monde agricole et artisanal à celui des sciences et de l'université, car les produits du terroir peuvent offrir d'autres champs d'application que l'alimentation. Nous accueillons sur notre plateau le chef étoilé Thierry Marx. Chef, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On ne vous présente plus, vous êtes un chef étoilé connu mondialement. En 1988, vous recevez votre étoile au guide Michelin. Vous avez travaillé auprès des plus grands dont Joël Robuchon. On vous connaît également dans l'émission Top Chef. Mais votre présence sur le Fénois cette semaine est motivée par votre goût de la transmission, mais également du partage des compétences. C'est vrai que c'est toujours important de transmettre un petit peu quand on arrive dans une avancée dans l'âge comme ça, de se dire voilà ce qui m'a apporté, voilà ce qui est ma passion. Et transmettre un savoir-faire, c'est pas de mettre des gens en conformité, c'est de partager cette passion pour qu'eux prennent le relais de tout ça. Et tout ce qu'on a vu cette semaine finalement sur la qualité des produits, sur cette signature polynésienne, eh bien je trouve qu'il y a des jeunes chefs aujourd'hui et des futurs chefs et chefs eux qui aujourd'hui ont la même passion et ont envie de contribuer à l'évolution et même à l'agrandissement de cette culture polynésienne au travers d'une gastronomie. C'est passionnant. Dès votre arrivée, en tout cas, chef, vous avez rencontré les 12 stagiaires du centre TVIT, un centre dédié aux sans-abri. D'où vous vient cet état d'esprit et cet élan vers des publics en difficulté? Je pense qu'une société ne peut pas vivre sur une fracture sociale. Donc je pense qu'il faut permettre, je suis convaincu de ça, mais humblement, qu'il faut permettre à des personnes qui sont éloignées d'un projet métier, de les ramener dans l'idée d'un projet métier qui va les épanouir. Donc ça demande un peu d'effort, mais si on veut lutter contre ces fractures sociales, elles ne sont pas uniquement en Polynésie, elles sont en métropole, elles sont un peu partout dans le monde, eh bien il faut permettre à des gens de retrouver cette sensation du projet qui vous les fait se remettre en verticalité et s'épanouir dans nos sociétés. Est-ce que la Polynésie, pour vous, peut devenir une destination culinaire? Bien évidemment, il n'y a même pas à douter de cela. Je pense qu'il faut avoir le courage aussi de regarder ce que nous ont laissé nos aînés dans les siècles précédents en termes de connaissances, de compétences des produits, de connaissances des produits, et aujourd'hui de réinscrire vraiment fortement une signature polynésienne. On voit bien que tous les atouts sont là en termes de produits, mais aussi en termes de jeunesse. Aujourd'hui, je rencontre des jeunes chefs en Polynésie qui font un travail merveilleux avec une cuisine d'auteur. Vous voyez, donc c'est ce qui est important de défendre, c'est qu'on peut avoir des ingrédients et à un moment donné, on peut jouer avec la palette des ingrédients pour créer de l'émotion. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis en Polynésie pour affirmer une cuisine d'auteur. Alors, vous parliez d'ingrédients, mais vous avez également mentionné une signature culinaire. Nous l'avons vu à l'instant, une première édition des Journées des métiers du tourisme et de l'art culinaire baptisée Tekai s'est tenue. Il était essentiel pour vous d'allier justement cette stratégie touristique et de souligner aussi le patrimoine culinaire.
Bien sûr, parce que dans la stratégie touristique, il y a l'impact social, l'impact environnemental. Et pour aller au bout de la chaîne, pour confirmer un petit peu les choses, la signature culinaire est importante. Et puis qu'une jeunesse reprenne possession de cette importance de manger, d'être un peu moins consommateur et un peu plus mangeur, et de retrouver le chemin des fourneaux pour protéger aussi notre santé. L'alimentation n'est pas que le fait de faire une cuisine de signature, mais aussi d'accepter de regarder que manger, c'est depuis l'Antiquité grecque, on écrit ça, c'est Archestrate, il dit c'est plaisir, bien-être, santé. Alors évidemment, je ne peux pas parler de santé, mais de plaisir et de bien-être, c'est important. Et tous les médecins nous disent, quand il y a le plaisir et le bien-être, il y a la santé. Donc faire attention à ce qu'on mange, redevenir des mangeurs et un peu moins des consommateurs, eh bien ça remet tout ça en perspective. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, tous ces jeunes gens que j'ai rencontrés ont pris acte de cette culture polynésienne et du bien manger. En tout cas, on a bien compris votre philosophie. Merci Thierry Merci à vous d'avoir répondu à nos accueil. questions. Restauration toujours, c'est le chef Hawari Soiluk qui a décroché le titre de meilleur burger de la Tahiti Burger Week 2024 avec son Haumaru, un burger unique au Remu. Chaque chef a misé sur son savoir-faire pour séduire un jury attentif et le public a également voté pour son favori. Un reportage de Hirihaute Ariki, Davidson Bennett, Andy Ebb et Heimanu Manutei. Superbe candidat pour cette finale. La Tahiti Burger Week touche à sa fin et pour cette finale, un défi de taille pour les 4 participants, préparer 40 burgers chacun devant le jury et le public. Pour ce concours, les participants ont dû casser leurs habitudes, un stress à gérer. Comme les autres, Kalia a fait évoluer sa recette durant la finale pour plaire le plus possible au jury. On va cuire les steaks et les burgers au brasero. Voilà, les pains coco maison, on va les faire colorer au brasero. Voilà, et les steaks de korori avec. Les critères déjà, le visuel, hein, la présentation, le visuel, l'utilisation des produits locaux et bien sûr le goût. Il faut qu'à la fin ça a tout son sens. Et puis s'ils ont pris effectivement en compte les conseils qu'on a donnés pendant les dégustations du premier round. L'occasion pour les chefs de démontrer leur savoir-faire, mais aussi pour les cuisiniers des établissements plus modestes de gagner en visibilité. La roulotte Tanumet A s'est ainsi distinguée, remportant le coup de cœur du public. C'est étonnant d'avoir de la crevette sous cette forme dans le burger. Du coup, quand tu l'as en bouche, tu es à la fois surpris, mais en fait c'est bon quoi. Au final, tu t'attends pas à ça. C'est chouette déjà d'avoir une compétition comme ça de burger. Pour nous, on est comme des outsiders. On est une petite roulotte située au PK18. Mais c'est fun. C'est finalement le burger Haumaru qui l'emporte avec sa composition unique au Remu. Le chef du Yellowfin, Hawari Soiluk, détient désormais le prix du meilleur burger de Tahiti. Les organisateurs l'ont déjà annoncé. Une nouvelle édition se tiendra l'an prochain sur un site encore plus grand. Tahoe Tato, c'est le nom du nouveau parti lancé cet après-midi par Pascal et Gaston Floss. Ce parti qui signifie « Rassemblons-nous » alors qu'il est né d'un divorce entre le couple Floss et le Amuteir Aotenun à Maui, a choisi la couleur rose fuchsia et c'est une tortue qui le symbolise. Sa devise « Amour, solidarité et souveraineté ». L'assemblée constitutive du parti est en cours. Elle réunit une 50aine de personnes, peu de têtes d'affiche, une seule candidate à la présidence de cette nouvelle formation. Pascal Haïti Floss, elle s'est exprimée au micro de Laure Philibert. Aujourd'hui, c'est une assemblée constitutive, c'est-à-dire que nous allons mettre en place notre bureau parce qu'on a besoin, il faut avoir une assise officielle, mais le plus important pour nous, c'est d'aller sur le terrain vers nos fédérations géographiques et consolider, bien sûr, nos fédérations, c'est le plus important. Nous dénonçons la gestion du président délégué Bruno Sandras. Vous serez au sein du Amuitato ? Oui, effectivement, nous avons rencontré Edouard Fritsch, on l'a mis au courant que nous allons créer ce parti. Au contraire, bien sûr, nous sommes encore avec le Amuitato.
Et si le divorce est donc bel et bien consommé entre le couple Floss et son ancien parti, Bruno Sandras, président du Amwitei Aoteenoun Amahui, compte bien poursuivre son chemin politique malgré l'hémorragie à côté militant et un QG complètement vide. L'ancien maire de Papara croit en une renaissance de celui qui a été autrefois le premier parti autonomiste du Fénois. Laure Philibert et Mataï Horey l'ont rencontré pour nous. Des locaux presque vides, c'est ce qu'a retrouvé la nouvelle équipe dirigeante du Amwitei Aoteenoun Amahui lorsqu'elle a récupéré le siège du parti Orange. D'après elle, les archives, une partie des meubles, le portrait de Povan Aaoupa et même les portes font défaut. Le bureau et son président vont de surprise en surprise. Aujourd'hui, le Amwitei a récupéré des locaux dans un état lamentable. J'ai envie de dire une porcherie. C'est indigne d'un ancien responsable de ce niveau-là, d'avoir laissé ça comme ça. S'ils voulaient me faire du mal, je voudrais leur dire que c'est à tous les adhérents du Amwitei qui ont travaillé pour eux, qui les ont servis, à qui ils font du mal. Je récupère un parti dans un état financier catastrophique, avec une dizaine de millions de factures impayées. Ça aussi, il faut le dire. Eh bien, je le dis pour la première fois. Sans son fondateur, et alors que les militants font grise mine, le Amwitei Aoteenoun Amahui peut-il retrouver une place de choix dans le paysage politique? Ces nouveaux dirigeants veulent y croire. J'ai envie de dire que pour nous, c'est un épiphénomène, la création de ce parti politique. Ce n'est pas mon inquiétude. Mon inquiétude, c'est ce parti, ce local, et puis, comme vous le dites, le développement de ce parti dans les mois et dans les années à venir, dans les archipels et les municipales, qu'il faut commencer à préparer dès à présent. Sur vos plateaux, le soir de mon élection, j'ai dit que j'avais beaucoup de gratitude pour lui et que je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, pour Pascal, qui va devenir la présidente de ce nouveau parti qu'ils vont créer cet après-midi, je voudrais lui dire ceci. Annoncer la création d'un parti politique en disant du mal de Bruno Sandras, ça ne l'agrandit pas. Et ça ne grandit pas le dialogue dans le monde politique. Ils vont utiliser la couleur rose, la couleur du Amwitato. Et donc je me mets à la place d'Edouard Fritsch, de Nicole Sonker, de Tevaro Fritsch, qui doivent se sentir un petit peu floués dans cette histoire, puisque la plateforme maintenant est utilisée à des fins personnelles pour la création d'un parti politique. Après un bureau exécutif ce vendredi, le parti organisera un comité la semaine prochaine et des levées de fonds pour tenter de renflouer ses caisses. Et on vient de l'apprendre, 9 kilos de cocaïne ont été découverts jeudi sur un voilier qui faisait route vers l'Australie par la section de recherche de Papeete. Les investigations se poursuivent. L'auteur du trafic encourt 10 ans de prison et près de 900 millions de francs d'amende. Depuis 2016, c'est le 8e voilier interpellé avec une cargaison de cocaïne. De la mode à présent, il ne reste que quelques heures avant de connaître la ou les lauréats du concours Brave Models de la Tahiti Fashion Week 10e édition. Pour cette 3e soirée, le lieu reste le même, l'hôtel intercontinental où l'on retrouve Athéna Milcam. Athéna, y a-t-il des particularités pour cette dernière soirée? Oui, bonsoir à Rahou, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il y a un peu de monde ici. Vous ne les voyez pas parce qu'ils sont plutôt derrière la caméra pour l'instant. Mais il y a un peu de monde ici à l'Intercontinental pour la grande soirée Poerava. La soirée qui vient clôturer ces 3 jours de défilé. On a déjà pu découvrir hier et avant-hier le fruit du travail d'une vingtaine de créateurs. On peut même en citer quelques-uns. Bien sûr, les élèves de la section couture sur mesure du lycée Saint-Joseph, co-récréation, Taravana ou encore Saint-Méty pour ne citer que. Ce soir, c'est assez exceptionnel puisqu'on mêle mode et art du spectacle avec des performances artistiques de Raymana Cohen, mais aussi du groupe de danse Tahiti Ora qui performera donc. Et parmi les créations attendues sur scène, celle d'Aloha, celle de Luna Manoa, de KLF ou encore de Shelby Hunter, notre Misty 2024. Et puis, grand moment de la soirée, le défilé d'Hubert Barrère, invité de Marc, directeur artistique de la maison Le Sage des Corsetiers de Renan. Et puis, pour la proclamation des gagnants du concours de mannequin Brave Model, il faudra attendre la fin de la soirée. Bien sûr, découvrir là où les lauréates de ce concours dans nos éditions de demain, elles sont 12. Voilà ce qu'on peut dire, Rarahou. Il n'est pas trop tard pour se joindre au public de la
la Tahiti Fashion Week ici à l'Intercontinental. Le coup d'envoi sera donné à 19h. Eh bien, une soirée glamour qui s'annonce plutôt bien. Merci Athéna pour ces informations. Remercions également Oriano Tefao à la caméra. 10 jours après avoir décroché sa qualification pour le Tour mondial de surf au Brésil, Vahine Fierro est arrivé hier soir à l'aéroport de Fa'a. Ses proches et des représentants de la Fédération tahitienne de surf l'ont accueilli à sa descente de l'avion. La surfeuse a indiqué vouloir souffler chez elle à Huahine avant de se tourner vers sa préparation pour sa première saison sur le CT. On l'écoute au micro de Désiré Teivao. Cette année, ça a été rempli de magnifiques expériences, comme gagner mon premier CT à Teahupo'o. Ça, c'était vraiment spécial et une victoire que je garderai à tout jamais dans mon cœur parce que c'est de gagner devant sa population sur une vague que je connais bien. C'était une plus belle victoire. Et ensuite, d'enchaîner avec les Jeux. Bien sûr, j'avais des grandes attentes envers moi-même et je n'ai pas réussi à gagner comme je voulais. Donc, j'étais très déçue, très triste. J'ai pris un mois à être assez triste, à parler à beaucoup de monde pour pouvoir me relever, à repartir et à garder le moral surtout. Et ensuite, j'ai réussi à me mettre dans ma bulle et à me qualifier. Donc c'est la cerise sur le gâteau pour cette année. Et en beach soccer, Tahiti affronte actuellement les îles Salomon en finale de l'OFC Beach Soccer Nation Cup 2024. Les Salomon qui jouent à domicile, un match à suivre en direct web et en différé sur notre antenne à 19h. En jeu, la qualification pour la Coupe du Monde en 2025 aux Seychelles. Et c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, ne manquez pas votre série NCIS et à tous nos enfants ainsi qu'aux corps enseignants et non enseignants, passez de très bonnes vacances. On se retrouve demain sur la même chaîne à la même heure. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.